supérieure de la face, que ce soit les muscles de l'expression, les muscles de la mimique, ou bien les muscles de la mastication. Donc à côté de cette innervation motrice, il y a aussi l'innervation sensitive. L'innervation sensitive, la sensibilité de la face est due aussi à un nerf qui va énerver tous les compartiments de la face. Il y a un autre type de l'innervation, c'est l'innervation sensorielle. On sait très bien qu'il y a des organes du sens. Il y a la gustation, il y a l'olfaction, il y a la vision. Et donc, il y a des nerfs qui ont un rôle sensoriel. Et le quatrième type d'innervation, c'est l'innervation sympathique et parasympathique, qui permettent que ce soit la vasodilatation ou la vasoconstriction, qui vont agir sur la sécrétion. On sait très bien qu'on a une cavité nasale, on a une cavité buccale, on a aussi la cavité orbitaire. Et donc, on a besoin de liquide, que ce soit un liquide au niveau de la cavité orbitaire, au niveau des paupières, c'est les larmes, ou bien au niveau des fosses nasales, c'est le mucus. On vous a parlé des fosses nasales, ça a été? Donc, les fosses nasales, comme étant des cavités aériques, leur principal rôle, c'est la respiration. Et à côté de la respiration, vous avez l'olfaction au niveau de la partie toute supérieure des fosses nasales. Et pour avoir une bonne respiration nasale, allez-y. Et pour avoir une bonne respiration nasale, il faut que la muqueuse nasale soit tapissée par le mucus. Et ce mucus a un double rôle. À la fois l'humidification de l'air inspiré, parce que l'air inspiré ne doit pas être sec au niveau du poumon. Et donc cet air, avant d'arriver au niveau du poumon, il va subir des modifications, s'il vous plaît. Donc ces modifications se trouvent au niveau des fosses nasales. Premièrement, c'est les modifications, parce qu'il y a du mucus qui va liquéfier l'air inspiré. Et le deuxième rôle des fosses nasales, bien sûr, c'est le réchauffement de l'air, parce que l'air inspiré, avant d'arriver au poumon, doit être réchauffé. Et ce réchauffement de l'air au niveau des fosses nasales est dû à des chantes artério-veineuses. Il y a comme un radiateur au niveau de la muqueuse nasale. Il y a des vaisseaux qui vont bien sûr être réchauffés, parce que la température du sang, c'est 37, et donc l'air, lorsqu'il passe dans la cavité nasale, va être au contact de la muqueuse nasale. Et ce contact de l'air au niveau de la muqueuse nasale, il va être humidifié par du liquide, par de l'eau qui existe au niveau du mucus, et deuxièmement, il va être réchauffé. Donc, c'est pour cette raison, les gens qui ronflent la nuit, les gens qui ont une ronchopathie et qui ronflent la nuit, ce sont des gens qui respirent par la cavité buccale, et le matin, lorsqu'ils se réveillent, ils ont une bouche qui est sèche, avec des douleurs au niveau du pharynx, parce que l'air inspiré n'a pas été réchauffé ni humidifié. Et donc la respiration physiologique chez l'être humain est une respiration nasale. On respire par le nez et pas par la cavité buccale. Il y a deux conditions, là on a besoin de la respiration buccale. Lorsqu'on a un problème au niveau des fosses nasales, lorsqu'on a une obstruction, que ce soit par une pathologie inflammatoire, allergique ou tumorale, ça c'est la première situation. Là on peut respirer par la bouche. La deuxième condition, lorsqu'on a besoin d'une grande quantité d'air au moment de l'effort. Au moment de l'effort, au moment du sport, on a besoin dans cette situation-là de respirer aussi par la cavité buccale, parce que l'air inspiré par les fosses nasales ne suffit pas pour cet effort. En dehors de ça, la respiration physiologique est une respiration qui est nasale. Le deuxième rôle des fosses nasales, ça se trouve au niveau de la partie toute supérieure des fosses nasales, c'est au contact de défilés olfactifs. Au niveau de la muqueuse olfactive, au niveau de la partie supérieure des fosses nasales, là où il y a les branches de nerfs olfactifs. Et donc, si on veut parler anatomiquement des fosses nasales, les fosses nasales peuvent être divisées en deux compartiments. Un compartiment inférieur au niveau du plancher, ça c'est pour la respiration. Et le deuxième, bien sûr, compartiment supérieur, ça c'est pour l'olfaction. Et il y a un élément anatomique aussi très important au niveau des fosses nasales, ce sont les cornets.
Donc ce relief muqueux, vous l'avez vu, on vous a présenté des vidéos et bien sûr des images qui montrent l'aspect endoscopique intranasal. On a des cornées, on a 3 types de cornées. Et si on veut schématiser ça, c'est pas au hasard, parce que chaque élément anatomique, bien sûr, a un rôle bien identifié. Vous avez le cornet inférieur, le cornet supérieur, moyen et le cornet supérieur, sur le plan physiologique. Et ça a été bien sûr démontré par cette systématisation anatomique. On a dit que la partie inférieure, c'est pour la respiration, et la partie supérieure, c'est pour l'olfaction. Ça, c'est l'olfaction, et là, c'est la respiration. Très bien. Donc, l'air, lorsqu'il est inspiré, on inspire une quantité d'air. Le type de la respiration dépend du débit de la respiration. Lorsqu'on respire doucement, ce n'est pas lorsqu'on respire d'une manière très forcée. Lorsqu'on respire doucement, donc devant un débit qui est faible, avec un débit faible dans une condition normale, là vous êtes en train de respirer, mais vous ne vous rendez pas compte que vous respirez, parce que le débit il est très faible. Dans ce cas-là, le flux nasal est un flux qui est laminaire. Ça, c'est l'aérodynamique. C'est un flux laminaire. Laminaire, ça veut dire quoi? Laminaire, ça veut dire qu'il y a une seule direction qui ne change pas. Et donc, à ce moment-là, on respire par le plancher buccal. Donc, l'air passe au-dessous du cornet inférieur. Entre le cornet inférieur et le plancher, et il va descendre à travers l'oropharynx vers, bien sûr, les poumons. Donc, lorsque le débit est faible, le flux, il est laminaire. Ça veut dire qu'il va directement dans le plancher des fosses nasales vers le poumon sans changer de direction. Et donc, dans ce cas-là, le débit, lorsqu'il est faible, on a un seul rôle de la cavité nasale, c'est la respiration. Donc, devant un débit faible, on respire. On ne fait pas d'autre chose, on respire en ce cas-là parce que le débit, il est faible. Lorsque le débit est très important, donc devant un débit important, alors lorsque vous demandez une quantité d'air très importante, dans ce cas-là, le flux nasal, donc, tout le débit nasal va buter contre la tête du cornet inférieur. Et ça, c'est le rôle du cornet inférieur dans ce cas-là, parce que la muqueuse qui tapisse le cornet inférieur va se gonfler. Et là, on parle du cycle nasal. Le cycle nasal dépend aussi du débit nasal. Donc, vous avez une muqueuse qui tapisse les cornets. Et dans ce cas-là, elle va se gonfler parce qu'il y a des chantes artério-veineuses qui vont gonfler, bien sûr, le cornet inférieur parce que la quantité d'air qui rentre dans les fosses nasales est très importante. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Lorsque la quantité d'air importante bute contre la tête du cornet inférieur, on aura un changement de direction du flux nasal et on parle d'un flux turbulent. Une partie va passer dans le plancher et une grande partie va passer en haut. C'est un flux turbulent, comme une tornade, donc parce que ça change de direction. Et c'est pour cette raison, on parle de l'élément turbinal inférieur, l'élément turbinal moyen et l'élément turbinal supérieur. Parce que ça permet de changer la direction de débit aérien qui rentre dans les fosses nasales. Et là, on est devant un débit qui est turbinal. Et dans ce cas-là, une grande partie va passer vers le compartiment supérieur des fosses nasales, et c'est là le contact avec le défilé olfactif. Et on va sentir l'odorat dans cette condition-là. Donc, pour avoir une idée sur l'odorat, on doit avoir une grande quantité d'air inspiré. Si vous voulez sentir quelque chose, vous demandez une grande quantité d'air pour la diriger vers le compartiment supérieur pour être au contact du défilé olfactif.
Et donc, le rôle des fosses nasales dépend du débit. Lorsque le débit est faible, le débit dans ce cas-là est laminaire, on respire. Lorsque le débit est très important, on fait les deux à la fois. On respire par le plancher parce qu'il y a une quantité qui va passer par le plancher vers les poumons, mais une grande partie va passer au niveau du compartiment supérieur qui est olfactif et on va sentir donc l'odorat et c'est le deuxième rôle des fosses nasales. Oui? Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on respire doucement, on ne sent pas l'odorat? Ben oui, mais ce n'est pas comme lorsque vous demandez une grande quantité. Parce que d'abord, la vitesse pour avoir la sensation d'odorat est très importante lorsque la quantité d'air est importante parce que ça va arriver rapidement vers le compartiment, mais il y a aussi une sensation rétrograde parce que lorsque vous mangez aussi, vous sentez bien sûr l'odorat de l'alimentation parce qu'il y a une sensation rétrograde à travers aussi l'oropharynx vers le fosse nasal. Donc lorsqu'on mange, on sent bien sûr l'odorat de l'alimentation parce qu'il y a aussi un passage rétrograde derrière, à travers le cavum vers les fosses nasales en haut. C'est clair? On passe. Donc on va passer à l'innervation faciale. Bon, vous allez mettre, donc l'innervation faciale est très importante. L'innervation faciale est très importante. Elle est à la fois sensitive et motrice. Assurée par les paires crâniennes. Elle est à la fois sensitive et motrice, assurée par les paires crâniennes. On va commencer par l'innervation motrice de la face. Lorsqu'on parle de l'innervation motrice de la face, ça veut dire l'innervation des muscles qui siègent au niveau de la face. Et dans ce cas-là, on a deux types de groupes musculaires. Il y a les muscles superficiels, ce sont les muscles poussiers, et il y a les muscles de la mastication. Et donc, en grande partie, l'innervation motrice de la face est assurée par le nerf facial, la 7e paire crânienne. Elle n'est à quel niveau la 7e paire crânienne? Le sillon bulbo-protubérantiel. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a un autre nerf. Le nerf? Le 6. D'accord? Donc le nerf facial est un nerf moteur ou sensitif? C'est un nerf mixte. Lorsqu'on parle d'un nerf mixte, il est à la fois moteur et sensitif. En grande partie, la paire crânienne, la 7e paire crânienne ou le nerf facial est en grande partie moteur, parce que le noyau moteur est plus important. Et à côté de ça, il y a une branche sensitive qu'on appelle le nerf. Allez-y. Vous avez vu ça? Le 7 bis, comment on l'appelle le 7 bis? Le nerf intermédiaire de Westberg. D'accord. Les deux parties, c'est-à-dire la partie motrice et la partie sensitive, ils vont véhiculer dans l'angle pentacérébral pour rentrer par la suite dans le conduit auditif interne. Et ils traversent tous les compartiments de l'oreille moyenne, c'est-à-dire avec la portion tympanique, la portion labyrinthique et la portion mastoïdienne. Et il va sortir du crâne par le trou stylomastoïdien. D'accord? Elle va sortir par le trou stylomastoïdien pour s'engager dans l'espace rétrostylien
Et par la suite, il se termine où? Dans la glande parotide. Il se termine dans la glande parotide, où il va se terminer en différentes branches terminales qui vont être destinées aux différents groupes musculaires de la face. C'est là le trajet du nerf facial. C'est un trajet qui est long, avec deux parties, une partie intracrânienne et une partie extracrânienne. Et du coup, ce trajet long du nerf facial l'expose aux différentes pathologies. Elle passe par l'oreille, et donc toute pathologie d'oreille, que ce soit les otites, que ce soit les tumeurs, ils vont endommager le nerf par, bien sûr, extension de la pathologie qui peut être inflammatoire ou tumorale vers ce nerf. Et c'est pour cette raison qu'on peut avoir, dans certains cas, des paralysies faciales. On va vous parler de ça avec différentes images. Il y a des malades qui présentent des otites, que ce soit une otite moyenne aiguë ou chronique, et qui vient pour une paralysie faciale. Et lorsqu'on examine le patient, on va trouver une otite. Aussi, les tumeurs parotidiennes peuvent entraîner aussi des paralysies faciales, parce que le nerf se termine au niveau de la glande, et toute tumeur, ou bien une adénopathie intraparotidienne, peut comprimer ou bien envahir ce nerf. On peut avoir donc des paralysies faciales. La même chose pour les pathologies centrales. Donc tout ce qui est pathologie centrale, qui peut être vasculaire, tumorale, malformative, peut entraîner une paralysie faciale centrale. Et donc la paralysie faciale peut être de deux types. Soit c'est une paralysie faciale périphérique, qui est en rapport avec l'atteinte du nerf en dehors du crâne, au niveau de sa partie extracrânienne. Il y a aussi la paralysie faciale centrale. Centrale, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la boîte crânienne, en dedans, c'est au niveau du cerveau. Et donc il faut différencier une paralysie faciale périphérique d'une paralysie faciale centrale. Parce que la paralysie faciale périphérique est une paralysie qui est totale. Ça intéresse tous les groupes musculaires de la face. Tandis que la paralysie faciale centrale n'intéresse que le muscle de la partie inférieure de la face. Donc l'œil va se fermer correctement, les sourcils sont symétriques, mais la partie toute inférieure de la face est asymétrique. Et dans ce cas-là, en voyant le malade, avec cet aspect qui prédomine au niveau du territoire inférieur, on pense directement au compartiment central. Et on va explorer le malade dans son compartiment central. Et lorsque la paralysie faciale est totale, ça intéresse les deux territoires supérieur et inférieur, on dit bien que c'est une paralysie qui est périphérique, et on va examiner deux organes, l'oreille et la loge parotidienne. Donc l'anatomie va vous orienter toujours vers tout ce qui est clinique, vers l'étiologie, vers le traitement, vers l'exploration. Et donc toute la clinique, ou bien toute la prise en charge de la pathologie se base toujours sur l'anatomie et la physiologie. Et donc on va dire que le nerf facial, ou bien cette innervation motrice, est assurée par le nerf facial. Est assuré en grande partie par le nerf facial. Et en deuxième plan, par le nerf trijumeau qui innerve certains muscles de la mastication. Donc en grande partie, c'est le nerf facial pour les muscles poussiers. Et en partie, bien sûr, qui complète cette innervation, c'est le nerf trijumeau, la cinquième paire crânienne. Et donc un petit mot sur l'origine du nerf facial.